Bienvenue à Ciné Histoire spéciale Critérion. Aujourd'hui, on parle d'un film qu'on a bien aimé, qu'on a vraiment bien aimé. On n'avait pas vraiment d'attente envers lui, mais c'était franchement un bon divertissement. The Most Dangerous Game. Ça va bien, Jeanne? Je te regarde, oui. Oui, ça va très bien. J'ai hâte de parler de ce film-là parce que c'est le dernier, dans le fond, là, du coffret de Great Adaptations, dont on avait déjà regardé les trois précédents, qui étaient Oliver Twist de David Lean, de Great Expectations de David Lean toujours, de Dickens de David Lean, Lord of the Flies qu'on a couvert il y a peu d'épisodes, puis c'est ça, The Most Dangerous Game, donc film particulier, un pseudo-film d'horreur série B, qui est drôle, qui est le fun, qui est court aussi, 63 minutes. Donc, c'est le plus court à date, là, je pense. Nanook. Non, 1h22, il me semble. Bon. Fait que c'est notre plus court, puis il a passé très vite, effectivement. Là, les choses vont très très rapidement dans le film, mais tant mieux. Donc, on va commencer ça avec, en fait, les réalisateurs qui sont quand même bien connus. Donc, c'est Irvin Pitchell et Ernest B. Schoedsack. Schoedsack. Oui. Ouais, c'est ça dit absolument rien, mais c'est que surtout Schoedsack et le producteur Merian C. Cooper sont très connus, notamment pour avoir fait King Kong. C'est eux qui ont créé ça, King Kong, là, donc c'est pas adapté de rien. Donc c'est eux qui ont élaboré ça. Puis ils l'ont élaboré sensiblement en même temps que ce film-là, ce qui est assez particulier. On pourrait y revenir un peu plus tard. On peut parler rapidement là, de Irvin Pitchell, qui a fait beaucoup de films de série B avant de signer un contrat chez la Fox en 1939. Donc là, ça s'inscrit dans ces films de série B parce que The Most Dangerous Game, c'est un film de 1932. C'est notre troisième plus vieux, je crois, après M et Nanook, voilà. Oui. Donc il a fait beaucoup de films anti-nazis et pro-britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui va l'amener à être blacklisted dans les années 50-60 aux États-Unis parce que on croyait qu'il était communiste et tout. Là. Il fait partie là, de ces réalisateurs, auteurs là, qui sont fait blacklist par peur du communisme. Son film le plus connu, c'est probablement Destination Moon en 1950. Là, je pense que c'est un peu inspiré là, de Jules Verne, du roman de Jules Verne. Il a fait aussi, c'est ça, c'est l'un des Suspected 19s là, qui sont justement les 19 premiers à avoir été blacklisted de Hollywood. Là, je crois qu'il y a Dalton Trumbo aussi, qui est un auteur qui s'est fait blacklist aussi, qui faisait partie de ces 19 là. On rappelle pas vraiment, là, mais c'est Ronald Reagan qui était parti en guerre. Ronald Reagan qui est acteur aussi, puis qui était à la tête de... Je ne souviens plus exactement, là, mais du regroupement des acteurs ou d'Hollywood ou je sais pas trop quoi. Puis c'est eux là, qui sont partis en cavale contre la peur rouge là, pendant la guerre froide. Donc voilà. Schoedsack, lui, est quand même un peu plus connu, puis on va pouvoir le retrouver dans un autre projet qu'on fait, toi et moi, sur les Oscars. Parce que ils ont fait le film Chang. Mais en fait, je vais y aller, je vais parler un peu de lui parce qu'on va y arriver. En fait, lui, Schoedsack, c'est un caméraman de nouvelles pendant la Première Guerre mondiale. Donc lui et Merian C. Cooper, justement, qui est le producteur, ils sont connus pour leur bravoure téméraire, puis aller à des endroits un peu bizarres, puis faire des documentaires. Pas nécessairement des documentaires, mais il aimait beaucoup l'exotisme, puis ça fait ça s'inscrit quand même bien là, le film dans cette recherche de l'exotisme là. Il a travaillé avec Mack Sennett au début aussi, qui est un grand réalisateur. Il a travaillé avec Chaplin, je crois, Mack Sennett, puis c'est un réalisateur là, de comédie muette dans les débuts d'Hollywood. La première collaboration entre lui et Merian C. Cooper, ça date de 1925 avec le film Grass, qui est je sais pas exactement c'est quoi là, mais ça fait partie des 1001 films à voir, puis c'est un des plus beaux documentaires apparemment. Donc voilà, mais on va le retrouver nous pour Chang, A Drama of the Wilderness, qui est un film que j'ai déjà vu, en fait. Une espèce de documentaire sur un c'est pas un documentaire, mais c'est avec des images documentaires, mais ils ont, en tout cas, les intertitres nous indiquent que c'est de la fiction, là, mais ça se passe dans un village en Thaïlande puis tout. Puis en tout cas, le film, c'est pas un film pour ceux qui aiment les animaux, là, parce qu'il y a quand même un peu de violence animale, mais il aimait les plans un peu bizarres. Fait qu'il a réussi à choquer un éléphant pour qu'il fonce directement sur la caméra. Donc ça fait quelque chose de quand même intéressant à l'écran, mais qui c'était pas éthique, mais en tout cas,
ça c'est un autre débat, on pourra en parler un peu plus tard. Ensemble aussi, ils vont faire The Four Feathers, qui est l'un des premiers films muets d'Hollywood, des derniers, films muets d'Hollywood. Je pense que c'est 1933 ou 34, là, parce qu'après ça, c'est parti, c'est parti vers le parlant, parce qu'on avait pas mal épuisé ce qu'il y avait à faire dans le muet. Mais c'est ça, les deux sont surtout connus pour avoir fait King Kong. Puis ils ont même fait une suite, là, je crois, deux suites en fait. Puis il a également fait le premier science-fiction en couleur d'Hollywood qui serait Dr. Cyclops en 1940. Ça va être intéressant à voir, mais il fait pas partie de la collection, là, je pense, mais j'aimerais ça, moi, un grand fan de science-fiction que je suis, voir ce film-là, mais bon. Ben certainement. Sinon, fiche technique, c'est ça, film américain de 1932, on l'a mentionné. Ouais, c'est ça, action, aventure, horreur. Aujourd'hui, c'est plus tant de l'horreur, mais on sent les codes. Non, là. Tu dis ça, mais en même temps, le personnage du méchant dans le film fait peur, là, de temps en temps. Il y a des plans sur ses yeux maquillés, probablement, là, qui... il fait peur, mais tout est surjoué, là, fait que comme je peux comprendre le genre horreur, là, puis je suis pas d'accord que... aujourd'hui, c'est risible, sauf que je pense qu'on peut quand même leur coller le genre, même si c'est aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des bouts qui sont particuliers, là, qui sont moins fun, qui font peur un peu. Oh ouais, effectivement. C'est un film standard pour l'époque, un 33:1 pour le ratio et noir et blanc. Donc juste quelques mots là sur Merian C. Cooper qui produit. En fait, il a beaucoup travaillé avec Schultzak, puis c'est un pilote durant la Première Guerre mondiale. C'est le co-inventeur du cinérama. Le cinérama, c'est les écrans de cinéma curvés, là, courbés. En fait, là, donc le fameux je sais pas, là, on le voit dans Once Upon a Time in Hollywood, mais c'est vraiment un cinéma en particulier, là, c'est écrit Cinérama avec une coupole par-dessus, là, puis, c'est le co-inventeur de ça. Puis il y a aussi David O. Selznick, qui est le président de RKO Pictures, qui produit le film, puis c'est lui aussi qui a fait Gone with the Wind, Rebecca, donc deux films qui ont gagné meilleur Oscar consécutivement. Meilleur Oscar, oui. Meilleur film aux Oscars consécutivement. Le scénario est de James Ashmore Creelman, mais basé sur l'histoire. Là, ça a l'air d'être une nouvelle, en fait. Oui, c'est une nouvelle. De Richard Connell. On va pouvoir en parler un peu plus tard. La musique est du légendaire Max Steiner, qui est l'un des plus grands compositeurs de l'histoire. Là, il a gagné 3 Oscars. Il a été nominé 22 fois. Là. C'est pas mal le John Williams de son temps. Là. Puis les Oscars, c'était pour quel film? Je les ai... je peux aller les chercher rapidement. Je me souviens plus exactement, là, mais il a fait de la musique qu'on connaît. Là. Si je cherche Max Steiner... Treasure Sierra Madre, un film de John Ford. Je m'excuse, je te prends... Non, c'est correct. C'est l'Internet là, qui ne suit plus. Mais bon, j'y reviendrai dans quelques instants. La direction photo est faite de Henry W. Gerard. Le montage est de Archie Marshak. Les décors, en fait, les très beaux décors sont faits par Thomas Little et Carol Clark qui, je pourrais y revenir un peu plus tard sur eux. Les costumes sont de Walter Plunkett et c'est ça, je l'ai mentionné, les RKO Pictures qui fait le film. Le budget, 219 869 $. C'est assez précis, je sais pas pourquoi c'est si précis que ça. Et son box-office de 443 000 $, un peu moins précis, mais 2 fois son budget essentiellement, donc c'est quand même pas si mal pour un film aussi. À l'époque 1933, ça devait être à peu près 25 sous aller voir un film, là. Donc c'est quand même... c'est ajusté ou c'est... Non, je pense pas que c'est ajusté, non. C'est pathétique dans ce cas-là. Oui, non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Donc je l'ai, Max Steiner finalement. Il a gagné en fait pour... il les a pas en ordre de main. Il a gagné pour des films qu'on connaît pas. Parce que c'est surtout... toutes ces nominations en fait sont entre 1935 et 1956. Mais il a fait de jazz... non, ça c'est la reprise du Jazz Singer en fait. Ils ont fait un remake dans les années 50. Il a fait Treasure of Sierra Madre comme j'ai mentionné. The Adventures of Mark Twain. Mais sinon Casablanca qui est probablement peut-être son plus connu, Sergeant York aussi qui était assez important, puis Gone with the Wind. Donc voilà, une belle carrière, mais The Gay Divorcee. Tu l'avais-tu écouté avec moi? Ben oui, on l'a regardé, c'est le premier film que t'as couvert pour Ciné Histoire. Ouais, je sais, mais je savais pas si tu l'avais vu. Oui, on l'a regardé ensemble. Donc voilà, c'est lui qui fait la musique de ça, mais c'est ça, il est légendaire dans
dans le milieu d'Hollywood. Donc, l'édition Criterion, très peu de choses, en fait. Il y a seulement des commentaires audio par l'historien Bruce Eder et des sous-titres. Donc, voilà, mais c'est ça, il s'inscrit aussi dans le coffret des Great Adaptations. Je sais pas par quoi on pourrait commencer, peut-être justement l'adaptation, parce que c'est ce qui fait c'est le trait caractéristique de ces 4 films-là, dont on a déjà parlé. Ouais, ben c'est ça, donc une adaptation d'une nouvelle de Richard Connell qui a été nominé aux Oscars pour le scénario Meet John Doe. Bon, John Doe, on le sait, c'est le nom à Hollywood, là, John et Jane Doe. C'est le nom. Je sais pas, c'est le nom générique là, des gens qu'on nomme pas, là, des anonymes puis tout ça. Ouais. Mais j'ai fait la recherche puis j'ai pas trouvé si c'était originaire de là, du roman ou si ça existait avant. Fait que, probablement avant. Je sais pas. Ce serait le fun de le trouver. Ouais. Mais bon, c'est un roman de 1924. C'est, dans le fond, un big game hunter qu'on appelle, qui est un espèce de chasseur, là, mais de grosses proies, finalement, puis qui font ça pour se désennuyer, là, un peu comme les gens là, qui payent aujourd'hui pour faire des safaris puis aller tuer des animaux en danger. Là. C'est un peu ça, là. Fait que, tu sais, ben de la classe. Qui tombe d'un yacht, puis qui va nager jusqu'à une île qui a l'air abandonnée, mais qui en fait est habité par un aristocrate russe qui, pour se désennuyer, lui chasse tous les humains qui sont échoués proches de l'île, parce que c'est lui qui s'arrange pour ça. Donc ce qu'il fait finalement, c'est qu'il fournit un hébergement et de la nourriture aux rescapés, puis après ça il les chasse pendant 3 jours, rien de moins. Donc pendant 3 jours, oui, dans la nouvelle, pendant 3 jours faut survivre sur l'île, puis s'ils réussissent ils peuvent quitter. Donc c'est assez c'est pas le fun être tombé là, mais le film est sensiblement la même chose, mais on remplace le 3 jours par 24 12 heures, 24 heures. C'est même pas 24 heures, c'est comme du coucher au lever du soleil ou jusqu'à minuit, ou en tout cas c'est une question d'heure là. Puis en plus il donne une avance de 3 heures. Bon, vous direz que c'est pas si le fun que ça non plus, mais bon. Voilà. Donc c'est court résumé, mais en même temps court, oui. Mais en même temps, c'est ça, c'est une toute petite nouvelle là, qui aurait pu être adaptée en 10 minutes au cinéma, mais bon, ils ont fait décider de faire un film avec. Un très court film aussi. Oui, ben c'est ça, mais justement c'était dans les problèmes de production, là, le fait que le matériel de base est tellement minime, tellement petit qu'ils ont eu de la misère à faire de quoi de long avec. Normalement, c'est l'inverse, là. On a de la misère à couper ou n'importe quoi, mais là, c'est ça, ils ont fait 63. Ils ont ajouté un personnage pour qu'il y ait plus de profondeur au récit, puis tout ça. Donc, le personnage, on peut les mentionner brièvement, là. En fait, parce que le personnage principal, c'est Bob, qui est joué par Joel McRae, mais c'est le personnage de Eve, qui est joué par Fay Wray, qui est rajouté, en fait, elle et son frère, parce que son frère non plus, je pense pas qu'il était là Non, effectivement, dans le roman, dans la nouvelle, l'homme principal est le seul à être chez l'autre. Là. Donc, qui est interprété par Robert Armstrong. Fay Wray, fait intéressant, justement, c'est la fameuse, là, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, c'est la fille dans King Kong, là, en fait, là, j'ai oublié son nom de personnage, là, mais c'est ça. On va voir là, qu'ils sont quand même assez interreliés là-dedans aussi. Il avait joué aussi dans The Wedding March de Erich, en tout cas, von Stroheim, qui joue le commandant allemand dans la Grande Illusion, voilà. Et qui lui est aussi un réalisateur de films muets. Donc puis c'est ça, tu l'as déjà mentionné, là, qui était pas supposé l'avoir, mais c'est ça, elle avait déjà travaillé avec les réalisateurs sur d'autres films. Donc, parce que dans le fond, c'est qu'ils ont comme créé une espèce d'histoire d'amour pour donner un peu plus de profondeur au récit, parce que à la base, c'est ça, c'était juste l'homme qui est échoué puis qui doit se battre là, contre le propriétaire, mais là ils ont ajouté cette fille là pour donner un peu plus de chair. Sûrement un peu plus de substance aussi au niveau du bateau ou je sais pas quoi. Non, pas nécessairement, mais en fait c'était aussi pour avoir des entrées au cinéma. Donc c'était une question monétaire là, parce qu'ils se disaient que ça allait pas attirer vraiment les gens s'il y avait pas d'histoire qui se développe puis tout ça. C'est encore la même chose aujourd'hui. Non, mais c'est ça, exact. Donc c'est ça. Puis cette histoire là, la nouvelle en fait, elle est inspirée justement du big game hunting là, qui était super à la mode dans les années 20
auprès des Américains qui avaient de l'argent, dans le fond. Puis ben, parlant d'Américains qui ont de l'argent, ben si vous avez un peu suivi le contexte, là, c'est à peu près ce que Don Jr. fait à chaque fois qu'il a l'occasion de le faire, là, avec les fonds publics et tout. Donc, voilà. Seigneur, on est politique, on va censurer là, sur YouTube. Ma petite craque politique. C'est ça. Puis, ça a été appelé, ça a été caractérisé, cette nouvelle-là, comme la plus célèbre des histoires courtes anglophones. Donc, bon, j'en connais pas tant que ça d'autres, là, nouvelles, mais... Sleepy Hollow, il y a... Ben, je sais pas, au niveau de la Benjamin Button, c'est toutes des nouvelles, mais ouais, ben, ça, je lisais parce que, c'est ça, évidemment, on n'a pas la même, nécessairement la même culture littéraire aux États-Unis puis au Canada, ou même surtout au Québec, en fait. Mais c'est ça, ça avait l'air d'être quelque chose d'aussi connu, mettons, que en tout cas, Majesté des Mouches, là, Lord of the Flies, qui nous, ça s'est pas vraiment rendu, là, mais tu sais, je me souviens quand on était au secondaire ou au primaire, on lisait des nouvelles, là, Menot, Maître Draveur, ben, c'était peut-être juste un extrait, en fait, là, mais on lisait plein de nouvelles dans nos livres là, scolaires, mais bon, j'étais l'enfant de la réforme, là, donc... Mais j'ai jamais lu ça. Je me rappelle qu'on avait lu un extrait du portrait de Dorian Gray, puis j'avais trouvé ça extraordinaire, mais bon, c'est un extrait, là, c'était pas... Puis, ben écoute, aussi, il y a eu plusieurs adaptations là, de cette histoire-là, notamment un épisode de radio de 1943 avec Orson Welles qui était dans le cadre d'une série qui s'appelait Suspense à CBS Radio. Donc j'imagine qu'ils l'ont lu qu'ils l'ont comme ben dans le temps c'est ça, c'était du théâtre radiophonique, oui, là. Ça existe encore avec la pandémie là. Ils ont recommencé à faire ça, ceux qui pouvaient pas faire les vraies pièces, donc ils l'ont fait à radio, mais oui, ça c'était quand même assez fréquent. Puis tu sais, juste pour donner une idée là, de la taille de cette nouvelle là, ben ça fait 8000 mots, donc une page Word ordinaire c'est 350 à peu près, fait que c'est quinzaine de pages. C'est ça, c'est pas ben non, un petit peu plus, 24 pages finalement. En tout cas, une vingtaine de pages. Voilà. Donc ben c'est ça l'origine de cette histoire là. Fait que je sais pas à quel... Puis c'est ça, évidemment le film est quand même assez fidèle aux éléments, mais c'est ça, on a rajouté de la substance autour là, ce qui rajoute, je crois, des bonnes choses là, tu sais, était pas nécessairement utile, disons. Ben je pense que tu sais là on va peut-être pouvoir y revenir plus tard, mais je pense qu'elle était plus utile dans la première partie que dans la deuxième. Dans le fond, toute l'avant-chasse où elle est au château, puis elle la vise dans le fond là de ce qu'il fait puis tout ça, parce que les autres, elle et son frère, ça fait une couple de jours qu'ils sont là, donc elle avertit le gars principal là, de ce qui se passe puis tout ça. Mais après, pendant la chasse, je trouve que là ça perd complètement son intérêt, puis malgré les 63 minutes, le film, à partir de ce moment-là, est long. C'est vraiment comme à peu près moitié-moitié dans le château puis sur l'île. Puis, ben, moitié-moitié, c'est une demi-heure, là, c'est pas trop. Mais la chasse sur l'île, c'est long. Pour vrai, c'est comme j'ai l'impression, parce qu'il se passe pas grand-chose, il y a pas beaucoup de mots. C'est très lent, c'est très lent aussi. C'est pas une vraie chasse, c'est pas une course. Ils vont se cacher, là, ils tentent des pièges, ils se font trouver, ils montent des arbres, tu sais, c'est vraiment... Puis j'ai trouvé ça long, malgré les 60 minutes totales. Là, Moi, j'ai pas trouvé ça long. Moi, j'ai trouvé que c'était correct. Là. Ben, tant mieux. Ça s'en prend. Au niveau de la distribution, parce que c'est quand même des gens connus là, qui jouent là-dedans. Bon, il y a Joel McRae là, qui a joué notamment dans Foreign Correspondent, puis dans c'était, je me souviens plus de l'autre, c'était Sullivan's Travel, voilà. Mais il a pas fait, ben c'était un peu pas nécessairement le sexe symbole, mais parce qu'il était quand même très connu à l'époque, mais son interprétation est quand même bien, là, tu sais, il joue quelqu'un de très un chasseur dans l'âme, là, un peu la légende de la chasse. Il a chassé tous les animaux dangereux et tout, puis donc voilà, c'est pourquoi Zaroff, qui est interprété par Leslie Banks, c'est pourquoi il veut le chasser, parce que c'est comme chasser un lion, là, qui est le roi de la jungle ou peu importe, donc c'est un peu chasser le meilleur élément de l'être humain. Donc Leslie Banks, lui, qui est un excellent vilain, pour vrai, on l'avait retrouvé dans Henri V, qui jouait le chorus, je sais pas, le refrain, mais c'est pas ça. Mais c'est celui qui annonçait les scènes, c'est comme les didascalies, là, un peu. Ouais. Donc, il interprète ça. Lui, il a été blessé dans la Première Guerre mondiale, alors il montre juste vraiment un profil de son visage la plupart du temps. Mais quand on voit son autre, habituellement, c'est là qu'il peut jouer vraiment un vilain. Il y a une grosse cicatrice, là, on le remarque assez bien. Là. Vous irez voir J'ai pas remarqué ça, mais c'est quand même le fun de voir. Faudrait que je regarde le film une deuxième fois pour voir le... Ouais, mais moi, j'avais remarqué la cicatrice, mais il y a un œil vraiment qui est plus
paresseux, je sais pas trop quoi, là, mais du côté gauche, je crois, sa paupière est comme plus grande, ouverte que de l'autre, fait que c'est ça, il est vraiment particulier, mais je l'ai trouvé très très bon. Bon, c'est sûr que tout le monde surjoue là, dans le film. J'imagine que c'était un peu la norme. On sort un peu du cinéma muet où là t'as pas le choix de surjouer parce que sinon tu peux pas rien rendre comme émotion. La plupart des gens avaient déjà fait des films dans le cinéma, des films muets en fait. Donc c'est normal. Mais je trouve quand même que c'est vraiment un très bon divertissement. Il y a aussi Faye qu'on a mentionné qui ressemble beaucoup à Evan Rachel Wood. Moi je trouve. Puis c'est ça, son personnage est pas tant utile que ça, mais je l'ai trouvé quand même sympathique. Tu sais, était charismatique, là, je trouvais. J'aimerais ça l'avoir dans King Kong. J'ai jamais vu King Kong. On a maintenant Godzilla contre King Kong, donc peut-être qu'on pourra se gâter dans les films de monstres. Mais il y a aussi Robert Armstrong qui joue quand même quelqu'un de sous, mais pas mal tout le long, mais qui est très crédible, j'ai trouvé. Puis en fait les réalisateurs, je me souviens plus c'est lequel, mais il y en a un qui est vraiment contre l'alcool en général, donc tous les personnages qui boivent dans ces films sont toujours très désagréables, puis ils finissent toujours par mourir. Ben il ne fera pas exception à la règle malheureusement. Puis je termine en mentionnant Noble Johnson aussi dans la distribution, qui joue comment il s'appelle, non? Ah, mais c'est l'homme à tout faire dans le fond qui est silencieux, le dummy du c'est Ivan oui, voilà. C'est ça, exactement. Qui joue un peu le stéréotype. Mon Dieu, j'avais même pas remarqué que c'était une whiteface. Ouais, exactement. Même, c'est un acteur noir, en fait. Puis, dans le film, il joue un blanc. Donc, c'est un whiteface, mais c'est comme... Je sais pas si on fait un masque, en tout cas, mais c'est vraiment un très beau travail parce que c'est ça. Il y a vraiment... dirait un vrai russe. Il a l'air de Michael Shannon, en fait, là, je trouve. Ouais. Puis, il ressemble à ça, mais c'est ça, c'est le fondateur de Lincoln Motion Picture Company, qui est la première compagnie de production d'Hollywood afro-américaine. Donc, ce qui est pas rien, mais c'est ça, Noble Johnson qui joue dans ce film-là. Il a pas joué dans grand-chose aussi, là, j'avais vu qu'il avait fait, là, évidemment c'est si Internet le permet, ben il joue dans King Kong, il y en a plusieurs là, qui rejouent dans King Kong, mais c'est à peu près ça, Midnight Express, mais là je sais pas si c'est le bon Midnight Express parce qu'il y en a eu plus qu'un, donc voilà. C'est ça, la distribution était vraiment très bien, très efficace. Bon, il y a plusieurs personnes aussi, les aristocrates sur le bateau au début du film, mais on les voit pas assez longtemps pour qu'ils puissent... mais l'intro dure à peu près 4 minutes. Ouais, 5 minutes. Ils sont mangés par des requins. Mais c'est un film très rythmé, puis ça, j'ai trouvé ça bien. Tu sais, il y a pas de temps mort vraiment. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Toi, tu dis que ça ralentit, mais non, moi, je trouvais que c'était quand même sympathique. Tu sais, ça... Surtout avec les décors qui semblent... Ben, si vous regardez King Kong, il y a vraiment les mêmes décors dans les deux parce que pour sauver de l'argent, ils ont tourné sur les décors de King Kong qui s'en allaient pour être tournés là, ou qui étaient tournés à peu près simultanément. Donc c'est la nuit. La nuit, ils allaient tourner sur les décors de King Kong pendant que le jour, King Kong était en train d'être tourné. Puis ben tant mieux aussi parce que ça se passe en grande partie de la nuit, justement cette chasse-là. Puis moi je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Gilligan, là, tu sais, une espèce de fausse jungle que tu le sais que c'est pas une vraie jungle. Puis c'était le fun pour vrai. Des beaux décors fake mais cool. Ouais, mais crédible, tu sais, c'est de l'espèce de pas de la profondeur de champ, mais tu sais que tu sens qu'il y a juste comme un petit peu d'éléments vrais puis que le reste c'est une photo ou c'est peint ou peu importe. Donc moi j'aime ça des films comme ça, là. J'aime ça des décors un peu sketch comme ça. Puis ben ce film là dans Chang aussi ça fait ça, on va pouvoir le revoir en temps et lieu, mais c'est ça, moi ça vient me chercher ces décors. J'aime ce qui est vrai là, même si ça a l'air fake là. Je sais pas, aujourd'hui du CGI c'est comme c'est vrai. C'est vrai dans le sens de comme fait à la main, peint, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai, mais tu sais, aujourd'hui, le CGI, on dirait que c'est tellement réaliste que comme on est plus capable de... T'es un grand fan de maquettes aussi, faut le dire. Mais c'est tellement beau, une maquette. T'aimerais ça faire ça dans la vie, faire des maquettes. Puis, mais c'est vrai, ça ajoute de quoi de plus, là, tu sais, ça ajoute une espèce de... Tu peux pas... même si c'est pas parfait, on dirait que, tu sais, tu fais... C'est un peu comme quand tu regardes une peinture, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr, si tu regardes une photo puis tu mets une peinture à côté, ça sera pas la même affaire, mais je trouve que la peinture a plus de crédit parce que
c'est quelque chose, là, c'est quelqu'un qui le fait. Fait que c'est un peu le même principe, je trouve. Donc, moi, les décors... à ce titre, on s'est gâté en fin de semaine en regardant un petit extrait là, d'un des Godzilla qu'on vient de recevoir. Puis, il y a de la maquette. C'est pas des belles maquettes, mais ouais, ça va être intéressant. Ça va être un beau parcours, je crois bien. Il y a aussi la cinématographie là, qui est quand même particulière. Il y a ce qu'on appelle un soft focus à chaque fois où on voit Fay Wray. Soft focus, c'est comme une espèce de flou en fait là, autour de son visage. Je l'ai pas tant remarqué, je l'ai plus lu, mais apparemment que c'est ça, ça fait comme sortir un peu le côté angélique ou c'est ça. Quasiment impressionniste, là, mais c'est en noir et blanc, fait qu'on le voit pas vraiment. Mais voilà, c'était un choix du directeur photo. Les chiens aussi, parce qu'il y a comme une horde de chiens digne de Monsieur Burns. Les chiens appartiennent à Harold Lloyd, qui est comme le pendant de Charlie Chaplin aux États-Unis. Là. Charlie Chaplin est venu aux États-Unis aussi, mais il était britannique, là, mais justement, là, une espèce de burlesque en tout cas une icône là, du cinéma muet qu'on va retrouver aussi dans notre projet des Oscars dans le film Speedy. Puis il y a aussi une bataille à la fin, une bataille quand ils reviennent au château vers la fin, assez crédible pour l'époque. Tu sais, aujourd'hui, mettons, un film d'action, là, dès qu'il y a une bataille physique, moindrement, c'est du montage ultra rapide, puis on n'a pas le temps de voir ce qui se passe, mais là, c'était... puis surtout... Tu sais, comme un entre-deux, là. Mettons, il y a des films de Kung-Fu, de John Wick, ou peu importe, là, où là, on voit vraiment les batailles et tout, mais, tu sais, dans le temps, surtout, tu sais, même les baisers, dans le temps, ils étaient pas très crédibles, là. Donc, les batailles encore moins. Souvent, tu vois la personne passer à côté quand il donne un coup de poing et tout, mais dans ce film-là, c'était vraiment plus crédible. Donc, ça, c'est un petit détail comme ça qui m'avait accroché. Mais c'est ça, on n'a pas beaucoup de choses à dire sur le film parce qu'il n'y a pas tant d'informations, mais c'est vraiment, c'est pas un so bad it's good, mais c'est vraiment très entertaining là, comme film. Puis malheureusement là, on peut peut-être parler des thématiques un peu ou du concept un peu du film là, qui essaie un peu de chasser l'exotisme là. C'est pas tant ça, c'est chasser l'homme pour le plaisir là. Mais tu chasses l'homme parce que t'as tout chassé ce qu'il y avait avant, c'est surtout ça là. Ben oui, mais comme en fait c'est The Most Dangerous Game, c'est ça là, c'est chasser les humains dans le fond. Puis ce qu'il dit c'est que il y avait pas assez de challenge avec les animaux dans le fond, fait que là il s'est mis à faire ça, tu sais là il a comme créé une espèce de jeu puis tout ça. By the way aussi ce film là est à la base de l'invention du paintball parce qu'il y a 3 gars là qui avaient regardé ça puis qui voulaient recréer l'espèce de feeling, le fun qu'on ressent quand on chasse, puis ils avaient vu le film puis ils se sont dit ben on va faire ça, fait qu'ils ont inventé le paintball. Je sais pas à la base si c'était vraiment avec des armes, probablement, parce que je sais que ça existe, tu peux juste lancer les balles là, mais tu sais bon le paintball généralement c'est avec quand même des armes. Mais bon, ça vient de là, ça vient de ce film-là. Fait qu'au moins vous connaissez ça pour ça. Mais c'est ça, c'est comme une espèce de du monde riche qui ont rien à faire, qui crée des jeux, puis ça, ce qui peut forcément rappeler Hunger Games, qui peut rappeler Ready or Not que j'ai vu il y a pas si longtemps. Mon Dieu, ça ressemble à Battle Royale, ça ressemble à Get Out, ça ressemble à The Purge. Tu sais, il y a plein de choses là-dedans. Rocky Horror, à la limite, je trouvais qu'il y avait quand même des rapprochements. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais l'espèce de personnage bizarre dans son château qui attire des gens, puis ça, tu sais, il y a quand même des parallèles à faire, mais tu sais ça, vous voyez là le genre de film, fait que c'est ça, c'est vraiment comme un divertissement dans le fond. Ça s'approche du film d'horreur aussi, le Zaroff, il y a comme une espèce de cave où il empaille les têtes des personnes qui chassent, donc tu sais, il y a quand même certains éléments. D'ailleurs, cette scène-là était supposée durer beaucoup plus longtemps, mais elle a été coupée, là, mais c'est ça, il y a quand même certains éléments qui relèvent de l'horreur, même si aujourd'hui on a de la misère un peu à trouver que ça fait peur, là. Le personnage de Ivan aussi, là, qui pourrait faire peur, là, mettons, en d'autres circonstances ou fait aujourd'hui, mais non, c'était vraiment particulier comme film, vraiment très intéressant.
Puis apparemment que ça l'a inspiré aussi des gens là, dans la vraie vie. Oui, ben, en fait, c'est qu'on dit qu'il y avait Robert Hansen, qui est un serial killer. Y a-t-il un terme en français pour serial killer? Tueur en série. Ben oui, c'est ça. Je pense que oui. Voilà, je l'avais oublié. Qui, lui, kidnappait des femmes dans les années 80, là, puis qui les lâchait comme proche de rivières en Alaska pour les chasser. Puis ça, dans le fond, c'est une histoire qui est à la base du film The Frozen Ground, qui est un film de 2013 avec Nicolas Cage, qui s'inspire de ce cas-là, dans le fond. Bon, j'ai vu tes yeux avec Nicolas Cage. Si tu m'avais dit Nicolas Cage en 92, peut-être j'aurais fait intéressant. Ouais, mais moi j'ai vu Nicolas Cage dans les années 80 dans Peggy Sue Got Married, puis c'était pas plus glorieux là. C'est pas un mauvais acteur là, dans les années 90, mais début 2000. Trésor national demeure un excellent film. Puis puis il y a aussi Family Man que j'ai bien aimé, que je pense que t'as jamais vu toi, mais un espèce de Scrooge. Alors j'ai vu The Weatherman. Ouais, c'est ça. Non, Family Man, là, un film de Noël, vraiment type Scrooge, là, il voit la vie qui a manqué, puis c'est vraiment cute, c'est super bon. Ça doit être excellent, j'en suis sûr. C'est très bon. Mais ouais, c'est le seul parallèle, hein? Il n'y a pas eu d'autres personnes qui se sont... Non, ben c'est ce que j'ai vu. Toi, t'avais-tu trouvé non, ben j'ai pas cherché. Parce que non, c'est le seul, puis tant mieux, en fait. Ouais, ben oui, tant mieux, effectivement. C'est pas notre premier film sur les serial killers non plus. Avec le silence des agneaux. Justement, mais ça disait aussi que l'espèce de côté froid du conte de l'aristocrate russe là, pouvait être retrouvé dans la façon d'Hannibal Lecter de parler, d'agir puis tout ça là. Donc ça peut être un petit écho là. Puis si t'as terminé d'en parler, quelle note tu lui donnerais justement à ce film-là? Parce que c'était le fun, c'était vraiment... Oui. Ça passe vite, là, un peu comme un épisode de série télé, une espèce de Twilight Zone ou une espèce de... je sais pas trop quoi. Là. Ouais, là, honnêtement, ça fait toujours ça. Je me rappelle jamais des notes parce qu'on a un fichier de suivi là, où les notes sont. Je me rappelle pas combien je lui ai donné. Sûrement 7. Mais c'est ça, c'est entre 6 et 7. Là, c'est un bon divertissement. C'était vraiment le fun, mais malgré le court temps, j'ai quand même trouvé ça long dans la deuxième partie là, quand il commence à se chasser puis tout ça, parce que c'est surtout parce qu'on parle pas beaucoup dans cette partie-là, il y a pas on est plus en train d'essayer de se cacher puis tout ça, donc il y a pas beaucoup de mots qui sont échangés, c'est pas mal tout le temps les mêmes 3-4 pieds de décor qui changent un petit peu puis ça paraît dans le fond, puis tu sais à un moment donné c'est parce qu'on stand puis j'ai juste hâte que la chasse se termine puis qu'on passe à autre chose, puis finalement la fin du film est comme pas nécessairement ce que j'attendais non plus, donc on retourne au château puis là il y a comme plein de situations qui se passent rendues là, donc c'est ça, mais ça reste un bon divertissement, c'est pas un excellent film, je le considérais à la limite du So Bad It's Good, mais c'est pas assez mauvais pour être aussi le fun, mettons, que Flesh. Non, je pense pas que c'est mauvais, non. C'est bien, là. On avait demandé sur Criterion si les gens aimaient ça comparativement à Lord of the Flies, parce qu'ils sont vraiment proches, là, un de l'autre. Puis tout le monde nous disait que Lord of the Flies était meilleur, mais moi, je trouve pas. Je trouve quand même qu'il y a plus de divertissement dans ce film-là, malgré que peut-être la qualité, au final, est moindre, mais on trouve c'est mon avis. Pis toi, ouais, c'est à peu près la même chose, mais moi je pense les plus aimés. C'est un 7 bien affirmé, là. Même ça aurait pu être un 8 dans d'autres circonstances, mais non, c'était vraiment très le fun. J'aime, c'est ça. Je pense que s'il avait été un peu plus long, il aurait été moins bon, à mon avis. Donc on est très concis, puis on va droit au but, puis c'est ça donne de quoi de vraiment très divertissant. Donc moi j'y vais avec un 7 bien assumé. Je terminerai avec quelques références dans la culture populaire, là. Il y en a pas beaucoup, puis t'en as mentionné aussi un petit peu, mais il y a eu 18 films adaptés de la même nouvelle, donc c'est ça. Puis la longueur, est-ce qu'on sait ouais, ça dépend vraiment, là. Il y a des courts-métrages, des longs-métrages, ça dépend vraiment. 3h30. Non, sûrement pas. Mais il y a un vrai remake aussi qui est A Game of Death de 1945. Puis on fait référence au film dans plusieurs trucs, comme dans Doctor Who, Charlie's Angel, la série, la série. Ouais, c'était une série, ouais. Fantasy Island, qui est probablement la même chose que Fantasy Island, qui est sorti cette année, là. En fait, c'est les gens film d'horreur. Ouais, ils sont pris sur une île, puis il faut qu'ils s'attaquent, là. Mais ça, c'est une série télé à la base aussi. Octopussy, le film de James Bond, voilà. Dans Predator aussi, qu'on peut comprendre pourquoi. Battle Royale,
Sin City, de Zodiac et 30 Rock aussi, mais ça c'est des petites références, puis les Simpsons, les incontournables qui font référence à tout ce qui se passe dans le cinéma. C'est déjà tout malheureusement, mais c'est ça, il n'y a pas grand chose à dire sur le film, mais on vous le conseille quand même parce que c'est vraiment le fun à écouter. C'est le fun, ouais. Donc voilà, c'est déjà tout pour The Most Dangerous Game. Prochain épisode aussi il risque d'être assez court parce que c'est un film policier, hein, c'est pas mal notre deuxième, disons, avec Silence of the Lambs. C'est le film Insomnia, l'original en fait, fait par Eric Skjoldbjerg. Mais on a quand même regardé le remake de Christopher Nolan. Je sais pas, on peut sûrement dire remake, j'imagine, mais tu sais, c'est parce que des films de même, je trouve pas que c'est tant un remake parce que c'est juste comme le faire dans un autre pays. Tu sais, il y en a plein des films comme ça. Ouais, mais ils ont changé beaucoup de choses aussi. Oui, mais tu sais, je veux dire, au final, on les a regardés un après l'autre, puis la base est là, il a rajouté des affaires. C'est un remake. Mais je trouve pas que c'est vraiment un remake. Tu sais, pour moi, un remake, c'est tu le fais plusieurs années après, puis non, mais dans le sens que, tu sais, ça, pour moi, c'est pas un remake, c'est juste le reprendre dans un autre pays comme Millennium. Ils l'ont refait, dans le fond, c'est ça? Non, mais remake. C'est pas ça. Oui, mais on en discutera au prochain épisode. Donc, merci, c'était tout pour The Most Dangerous Game, et puis on se retrouve au prochain épisode. Salut!